Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, nous sommes maintenant prêts à expliquer le lien entre la mécanique quantique et la physique classique. On est parti de l'idée que la mécanique quantique est parfaitement OK pour décrire le monde microscopique. Ce qui est tout à fait tenable comme position, puisque d'une part, cette théorie est particulièrement élémentaire, au moins à sa base. Les postulats de base sont particulièrement élémentaires. On n'a pas de théorie autre qui l'expliquerait, sauf peut-être certaines variantes comme les réductions physiques. Et en plus, la mécanique quantique a été vérifiée avec une précision extrême. Avec le domaine de la théorie quantique des champs, on a même atteint des précisions qui sont supérieures à tout ce qui avait pu être fait, découvert auparavant. Donc, on part de cette idée que la mécanique quantique, elle est bonne pour expliquer le monde microscopique. Mais un objet macroscopique, comme cette chaise, ou comme moi, on est constitué d'objets microscopiques. Nous sommes constitués de molécules, qui sont constituées d'atomes, qui sont constitués de neutrons, protons, électrons. Et donc, si la mécanique quantique explique parfaitement tout ce petit monde, elle devrait aussi expliquer l'assemblage global de toutes ces particules, et donc les objets macroscopiques. Évidemment, on ne doit pas alors donner de rôle spécial aux objets macroscopiques dans les interprétations. Nous allons y revenir juste dans quelques instants. Mais le fait est que le monde classique qui nous entoure, le monde au quotidien, est très différent du monde quantique, particulièrement différent. Nous l'avons vu avec toutes ces expériences que nous avons examinées et qui donnaient des résultats parfaitement bizarres, comme des phénomènes qui semblent agir dans le passé, ou des phénomènes qui permettent de mesurer un objet sans interagir avec lui, des choses qui n'existent pas dans notre monde classique, dans la vie au quotidien. Dans la vie quotidienne, pour savoir si une chaise est là, je dois la toucher ou au moins la regarder. Et si je n'ai aucune interaction avec elle, quel que ce soit même indirectement, par quelqu'un d'autre qui me donnerait l'information, je suis incapable de dire si la chaise est là. Donc, pourquoi y a-t-il une telle différence? Pourquoi une pomme est-elle ce qu'elle est? Pourquoi se comporte-t-elle comme un objet classique, comme une pomme, VS les objets microscopiques, comme les électrons, qui ont un comportement très différent. On est bien armé maintenant pour comprendre. On a tout ce qu'il faut. On a vu tout en long et en large, y compris les aspects des interprétations. On a ce qu'il faut pour comprendre. Ici, dans ces quelques vidéos, je ne verrai que les principes qui relient le quantique au classique et les grandes lignes. Si on voudrait décrire en détail ce lien entre le quantique et le classique, vraiment dans tous les détails, il faudrait un livre entier, en fait même plusieurs livres, pratiquement une bibliothèque. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait en partie. Pas écrit une bibliothèque, mais on a beaucoup parlé de ce lien entre le quantique et le classique, quand on a décrit, ou le macroscopique, quand on a décrit les propriétés des corps, telles que leurs propriétés électriques, leurs propriétés de conductivité thermique et leurs propriétés magnétiques à partir de la physique statistique et des propriétés quantiques. Donc, et on a vu, c'était beaucoup de choses. On a vu, j'ai dû faire beaucoup de vidéos rien que là-dessus, et ce n'est qu'une petite partie de ce lien entre le quantique et le classique. On doit aussi expliquer les propriétés des liquides. On doit aussi expliquer toutes les lois physiques qui nous entourent. Et c'est un travail qui est d'ailleurs encore en plein développement. Énormément de choses autour de ça. Le domaine dimésoscopique, qui est le domaine des grosses molécules ou des très grosses molécules, est un domaine où souvent la physique classique ne s'applique plus et où on ne peut pas appliquer la mécanique quantique, du moins de manière stricte, parce que c'est trop complexe. Et donc il y a beaucoup de travaux sur ces liens entre le quantique et le classique, et même certains phénomènes classiques comme la gravité, la gravitation,
ne sont toujours pas expliquées à partir d'une théorie quantique, c'est-à-dire la gravitation quantique. Donc il y a beaucoup de travail autour de ça. Et nous, ici, on ne verra que les grandes lignes, pour comprendre pourquoi le monde classique est ce qu'il est. Alors, pour pouvoir expliquer ces différences, on va repasser en revue ces différences. Elles ne sont pas très nombreuses, mais elles sont importantes. D'abord, on n'observe pas de superposition quantique à l'échelle macroscopique. Une aiguille qui est dans une certaine position a un état bien défini et on ne verra pas de superposition quantique de deux positions d'aiguille. Ou ma chaise qui est ici, elle ne va pas être en même temps là-bas et être dans un état de superposition quantique. Le chat de Schrödinger est soit mort, soit vivant. Et l'absence de superposition quantique fait qu'on ne trouve pas non plus d'états tels que des états intriqués à l'échelle macroscopique. Il est impossible d'intriquer de manière maximale, du moins, un objet tel que moi et la chaise. En physique classique, telles que les théories de Newton et autres, les précisions peuvent être aussi grandes qu'on veut. Et en pratique, on ne se soucie guère des phénomènes quantiques, pour la physique classique, la physique de domaine de tous les jours. Un mécanicien automobile qui doit régler un carburateur ne va pas se poser les questions sur les aspects quantiques de son carburateur. Et la physique quantique admet, et c'est vrai en pratique, qu'on peut faire des mesures aussi précises que l'on veut, de toutes les grandeurs dont on a besoin, ce qui n'est pas le cas en physique quantique. Et par conséquent, tous les observables commutent en physique classique. La position et l'impulsion peuvent être mesurées dans n'importe quel ordre. On peut de toute façon les mesurer avec la précision qu'on veut, sans tout perturber. Et donc, tout commute. C'est d'ailleurs l'existence des non-commutations qui conduit au principe de l'incertitude, au principe d'indétermination de Heisenberg. On a aussi l'existence des bases privilégiées, qui a un fort lien avec cette idée de pas de superposition. On observe que certains états dans une certaine base, la base privilégiée. Enfin, quand on regarde les lois de la physique classique, comme les lois de Newton, elles sont sacrément différentes des lois quantiques, comme l'équation de Schrödinger. Les équations de Newton et l'équation de Schrödinger, c'est le jour et la nuit. Dans l'équation de Schrödinger, ça ne ressemble pas du tout, vaguement, à une fonction d'onde. Et la fonction d'onde, c'est pas du tout la même chose que la position d'un boulet de canon. Alors revenons sur l'interprétation. On a dit que l'interprétation ne devait pas faire intervenir des concepts classiques pour expliquer. Elle ne doit pas présupposer les propriétés classiques que nous venons de citer. Parce que si on fait ça, alors ça se mord la queue. On n'est plus à même d'expliquer ces phénomènes classiques si on les a déjà présupposés au départ. Ou alors on risque de croire qu'on les a compris, alors qu'en fait on les avait juste présupposés, et c'est tout. Donc il faut absolument éviter ça. Et donc le choix des interprétations devient assez restreint, parce que beaucoup font ce genre d'hypothèses, parfois de manière assez cachée, mais c'est toujours là. Sauf quelques-unes. Par exemple, l'interprétation des états relatifs. L'interprétation relationnelle convient très bien aussi. L'interprétation des états relatifs a été construite et choisie par nous, justement pour ça. Pour ne pas faire de ce genre d'hypothèses au préalable. Et devoir ensuite les expliquer. Et donc, cette interprétation convient, nous y ferons référence. Revenons un peu sur le principe d'indétermination de Heisenberg. Si on le prend pour la position et la vitesse, celui-ci dit que delta x fois delta v est supérieur ou égal à h sur 2 pi m. Pour une particule ou un objet de masse m, h la constante de Planck, bien entendu, et delta x, delta v, l'indétermination ou la précision sur la valeur de la position et de la vitesse de l'objet.
Mais dans cette relation, on a la constante de Planck. Et la constante de Planck est très très petite. En unité SI, de l'ordre de 10-30, exposant moins 34. Elle est très très petite. Donc, oui, on s'attend à ce qu'on doive l'utiliser à l'échelle de l'atome, où tout est petit. Et moins à l'échelle macroscopique. En particulier, si la masse est grande. Parce que si la masse est grande, ce rapport diminue d'autant. Alors, prenons un exemple. Un exemple macroscopique. Les mesures en macroscopique classiques, typiquement, atteignent des précisions du micron, le millionième de mètre. C'est très précis. C'est des précisions qu'on obtient, par exemple, dans les techniques d'usinage de précision, en aéronautique, par exemple, ou en astronautique, où on doit atteindre des très très grandes précisions. Voire même encore moins. On peut atteindre le nanomètre, le milliardième de mètre. Avec la métrologie, ou là aussi, en astronautique ou en astronomie, quand on conçoit des grands miroirs pour les télescopes, on est arrivé avec des télescopes d'une telle qualité qu'on doit polir le surface façon de ne pas avoir d'aspérité plus grande qu'un milliardième de mètre. Plus lisse que ça, tu meurs. Et donc, on a besoin de grande précision, de l'ordre du milliardième de mètre. Et par exemple, en métrologie, on va faire ce genre de mesure typiquement sur des objets de l'ordre du kilo, par exemple, comme la mesure de la masse de platine iridien, mais qui va tomber, puisqu'il y a une nouvelle définition pour le kilo. Mais cette masse existe et existera encore, d'ailleurs. Elle servira sans doute d'étalon secondaire. On voudrait aussi, dans certains cas, que les objets soient immobiles. Quand on construit le miroir d'un grand télescope et qu'on le place, on ne voudrait pas que le miroir s'enfuit. Donc, on doit aussi immobiliser les objets. Que nous dit alors le principe d'incertitude? Eh bien, avec ces valeurs, delta x de l'ordre du milliardième de mètre, une masse de l'ordre du kilo, on obtient delta v supérieur à 10 exposant moins 25 mètres par seconde. 10 exposant moins 25. C'est très, 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 très petit. Ça veut dire qu'avec une telle vitesse, en un an, l'objet ne se déplacerait même pas d'un milliardième de nanomètre. C'est donc sans effet. C'est même impossible à mesurer. Sur des objets de grande taille, comme une chaise, ou un objet, une pièce d'usinage, une mesure d'une telle vitesse est strictement impossible. C'est trop petit. Donc en pratique, les mesures sont toujours limitées. Par exemple, si je mesure des distances avec une latte d'écolier, je ne peux pas espérer avoir beaucoup mieux que le millimètre pour la précision. Si j'utilise un pied à coulisse, comme on utilisait beaucoup nos ancêtres, maintenant on a des outils plus sophistiqués, mais on rencontre encore des pieds à coulisse, surtout pour les bricoleurs, les mécaniciens, les plombiers. Le pied à coulisse permet d'atteindre des précisions de l'ordre du centième de millimètre, voire un peu mieux. Et avec des techniques optiques, telles que les techniques interférométriques, on peut atteindre le micron ou le nanomètre de précision. Mais pas plus, ou pas moins plutôt. On ne peut pas obtenir de précision plus grande que ça. Difficile, pas beaucoup plus. En plus, il y a beaucoup de perturbations. Dans la vie courante, beaucoup de phénomènes qui perturbent les précisions. Il y a l'agitation thermique, qui fait que les molécules vibrent constamment. Quand on atteint des précisions extrêmes, c'est loin d'être négligeable. Il y a aussi la dilatation thermique. Si la température varie, la dilatation des corps fait évidemment varier les grandeurs. À tel point que pour des rails de chemin de fer ou pour des tabliers de pont, on doit prévoir des joints de dilatation, c'est-à-dire des espaces qui vont
l'ordre du centimètre à quelques dizaines de centimètres, pour éviter que les objets ne se brisent à cause de la dilatation thermique. Donc on prévoit une marge de sécurité suffisamment grande. Il y a aussi les vibrations. Les vibrations, par exemple, d'origine sismique. Parce qu'il n'y a pas que les grands tremblements de terre. Il y a aussi constamment des petites vibrations sismiques qui parcourent le sol et qui peuvent perturber les grandes précisions. Et même les pas de l'expérimentateur dans le laboratoire peuvent provoquer des vibrations qui perturbent les mesures. Les champs électriques et magnétiques aussi peuvent perturber. J'ai fait des mesures d'assez grande précision dans le domaine électrique et magnétique. Je vous garantis que quand on bougeait simplement le corps, on le déplaçait et qu'on approchait, ça faisait varier les instruments. Donc les perturbations sont souvent très grandes. Même la rotation de la Terre sur elle-même, à cause de la force de Coriolis, qui donne le sens de rotation des ouragans, la rotation de la Terre peut influencer les mesures. Donc l'incertitude quantique est complètement noyée dans les incertitudes de mesure et les perturbations à l'échelle macroscopique. Complètement noyée. On a des exceptions. Par exemple, si on travaille à température extrêmement basse, alors plus d'agitation thermique, plus d'énergie pour exciter les états, et alors on peut avoir des phénomènes quantiques, comme la superfluidité, la supraconductivité, les condensats de Bose-Einstein. Un autre exemple, c'est les grands détecteurs LIGO et Virgo, pour détecter les ondes gravitationnelles. Ils doivent détecter des vibrations dans l'espace-temps qui ont une distance plus petite que la taille d'un proton. Ils utilisent pour ça des interféromètres avec de la lumière qui fait de très grands nombres d'allers-retours pour amplifier artificiellement la distance et donc d'autant la variation à mesurer. Ils utilisent des miroirs refroidis tout près du zéro absolu. Et ils utilisent des amortisseurs qui sont des chaînes d'amortissement absolument terribles. Parce que même une voiture qui passe sur une autoroute à quelques dizaines de kilomètres suffit à perturber les détecteurs. Et donc ils ont mis au point des amortisseurs incroyables. Mais justement, dans ces domaines-là, on n'est plus dans les domaines de la physique classique. Quand on traite des supraconducteurs ou de la superfluidité, on est dans le domaine de la mécanique quantique. Et quand on traite les problèmes de mesure aussi fins que les détecteurs d'ondes gravitationnelles, on utilise la mécanique quantique. Actuellement, les techniques d'amélioration qu'ils mettent au point sont des techniques dites de compression du vide quantique. Donc, hors les exceptions, mais qui sont des exceptions où on est dans le monde quantique, la physique classique, on n'a pas à se préoccuper de la mécanique quantique. Tout revient à dire que dans la physique classique, c'est comme si delta x fois delta v était supérieur ou égal à 0. Les incertitudes d'origine quantique ne nous influencent pas à l'échelle classique. Nous sommes trop grands, nous sommes trop gros, trop lourds. Et donc, pas d'influence. Et ça revient à poser h égale 0. Et donc, ça explique le principe de correspondance. Le principe de correspondance dit que si on fait tendre h vers 0, on retrouve la physique classique. Parce que ça conduit à delta v, delta x supérieur ou égal à 0, mais aussi le commutateur xp qui est égal à ih qui tend alors vers 0. Les variables commutent. Évidemment, une constante, elle ne varie pas. Une constante, elle est constante. On saura encore moins la faire tendre vers 0, mais on fait une opération mathématique qui consiste à annuler le terme, et c'est justifié au vu des approximations que l'on a dans le monde classique. Et à partir de là, on retrouve effectivement les lois classiques. Donc voilà déjà un aspect qui est expliqué. Prenons un exemple très simple, très simple, l'oscillateur harmonique.
On a vu qu'avec H, l'hamiltonien d'oscillateur harmonique, et XP égale IH, cela suffisait entièrement à déterminer les propriétaires de l'oscillateur harmonique quantique, avec sa discrétisation des énergies, etc. Supposons maintenant que XP égale 0. Donc le commutateur XP égale 0. Dans ce cas-là, les variables commutent et on peut trouver une base de valeurs propres communes. Les valeurs X, qui sont cette fois-ci des nombres réels, continuent, et les valeurs P peuvent être aussi précises l'une que l'autre. On peut alors faire l'identification et dire je remplace mes opérateurs par ces valeurs. Et l'hamiltonien, qui est jamais que l'hamiltonien classique, avec les variables réelles classiques, redonne alors l'oscillateur classique. C'est donc en général très simple. Et bien entendu, ça marche aussi dans l'autre sens. À part pour certains phénomènes purement quantiques comme le spin, pour quantifier un système, il peut être très pratique de simplement faire ce remplacement des commutateurs par un commutateur qui a une valeur finie, IH. Et on avait parlé de ça, on l'avait déjà vu. Donc, on peut donc retrouver les lois classiques à partir des lois quantiques. Bien sûr, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'en identifiant mes opérateurs aux valeurs propres, je ne fais que choisir des états donnés. Des états où la position et l'impulsion sont bien précis. On constitue donc une base d'états particulière, qui marche bien, parce qu'à notre échelle, la position, pas de problème. Mais en toute rigueur, on pourrait avoir tout état de superposition quantique qui subsiste. En fait, l'espace de Hilbert complet ne disparaît pas en faisant cette opération. Et l'espace de Hilbert complet est trop gros. Il est beaucoup trop gros pour la physique classique. Parce qu'on y trouve les superpositions quantiques, on y trouve les intrications qu'on n'a pas dans le monde classique. Donc tout n'est pas expliqué, mais au moins on a le lien entre loi quantique et loi classique. Et le fait que les incertitudes quantiques ne s'observent pas à notre échelle. Ce qui est déjà pas mal. C'est même parfois suffisant. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous continuerons cette analyse en passant au théorème optique. Nous verrons que c'est très intéressant et d'autres choses encore à voir. Je vous remercie.